Mémoire du général Toussaint Louverture, écrit par lui-même et pouvant servir à l'histoire de sa vie. Début de la section 1 partie 5. Parole du général. Le général Leclerc doit être franc. Avait-il craint d'avoir un rival? Je le compare au Sénat romain qui poursuivit Hannibal jusqu'au fond de sa retraite. Fin de parole. Pendant 3 semaines que je restais dans cette habitation, chaque jour j'étais témoin de nouveaux pillages. Chaque jour, je recevais des visites de personnes qui venaient m'espionner. Mais elles furent toutes témoins que je ne m'occupais uniquement que de travaux domestiques. Le général Brunet lui-même vint et me trouva dans les mêmes occupations. Malgré ma conduite, je reçus une lettre du général Leclerc qui, au lieu de me donner satisfaction sur les plaintes que je lui avais portées, m'accusait d'avoir gardé des hommes armés dans les environs d'Ennery et m'ordonnait de les renvoyer. Persuadé de mon innocence et que sûrement des gens mal intentionnés l'avaient trompé, je lui répondis que j'avais trop d'honneur pour ne pas tenir les promesses que je lui avais faites, et qu'en lui rendant le commandement, je ne l'avais pas fait sans avoir bien réfléchi, qu'aussi mon intention n'était point de chercher à le reprendre. Je lui assurais au surplus que je ne connaissais point d'hommes armés dans les environs d'Ennery et que depuis 3 semaines, j'étais constamment resté dans mon habitation à y faire travailler. Je lui envoyai mon fils Isaac pour lui rendre compte de toutes les vexations que j'essuyais et le prévenir que s'il n'y mettait pas fin, je serais obligé d'abandonner le lieu où je demeurais pour me retirer dans ma batte sur la partie espagnole. Un jour, avant de recevoir aucune réponse du général Leclerc, je fus instruit qu'un de ses aides de camp, passant par Ennery, avait dit au commandant qu'il était porteur d'ordre pour me faire arrêter, adressé au général Brunet. Le général Leclerc, m'ayant donné sa parole d'honneur et promis la protection du gouvernement français, je refusai d'ajouter foi à ce propos. Je dis même à la personne qui me conseillait de quitter mon habitation que j'avais promis d'y rester tranquillement et de travailler à réparer les dégâts qui y avaient été commis, que je n'avais point cédé le commandement et renvoyé mes troupes pour faire des sottises, que je ne voulais pas sortir de chez moi, que si l'on venait pour m'arrêter, l'on m'y trouverait, que d'ailleurs je ne voulais point prêter matière à la calomnie. Le lendemain, je reçus une seconde lettre du général Leclerc par mon fils que je lui avais envoyée, conçue en ces termes. Armée de Saint-Domingue. Au quartier général du Cap français, le 16 prairial l'an 10 de la République. Le général en chef au général Toussaint. Puisque vous persistez, citoyen général, à penser que le grand nombre de troupes qui se trouvent à Plaisance, Il est à remarquer que c'est sans doute par erreur que le secrétaire a écrit Plaisance et qu'il doit y avoir Ennery. effraie les cultivateurs de cette paroisse, je charge le général Brunet de se concerter avec vous pour le placement d'une partie de ses troupes en arrière des Gonaïves et d'un détachement à Plaisance. Prévenez bien les cultivateurs que cette mesure, une fois prise, je ferai punir ceux qui abandonneraient leurs habitations pour aller dans la montagne. Faites-moi connaître, aussitôt que cette mesure sera exécutée, les résultats qu'elle aura produits, parce que si les moyens de persuasion que vous emploierez ne réussissent pas, j'emploierai les moyens militaires. Je vous salue. Le même jour, je reçus une autre lettre du général Brunet dont suit un extrait. Armée de Saint-Domingue. Au quartier général de l'habitation Georges, le 18 prairial en 10 de la République. Brunet, général de division, au général de division Toussaint Louverture. Voici le moment, citoyen général, de faire connaître d'une manière incontestable au général en chef que ceux qui peuvent le tromper sur votre bonne foi sont de malheureux calomniateurs et que vos sentiments ne tendent qu'à ramener l'ordre et la tranquillité dans le quartier que vous habitez. Il faut me seconder pour assurer la libre communication de la route du Cap qui depuis hier ne l'est pas, puisque 3 personnes ont été égorgées par une 50aine de brigands entre Ennery et la Coupe à Pintade. Envoyez auprès de ces hommes sanguinaires des hommes dignes de votre confiance, que vous paierez bien, je vous tiendrai compte de votre déboursé. Nous avons, mon cher général, des arrangements à prendre ensemble qu'il est impossible de traiter par lettre, mais qu'une conférence d'1 heure terminerait. Si je n'étais pas excédé de travail, de tracas minutieux, j'aurais été aujourd'hui le porteur de ma réponse. Mais ne pouvant ces jours-ci sortir, faites-le vous-même. Si vous êtes rétabli de votre indisposition, que ce soit demain, quand il s'agit de faire le bien, on ne doit jamais retarder. Vous ne trouverez pas dans mon habitation champêtre tous les agréments que j'eusse désiré réunir pour vous y recevoir. Mais vous y trouverez la franchise d'un galant homme qui ne fait d'autres vœux que pour la prospérité de la colonie et votre bonheur personnel.
Si Madame Toussaint, dont je désire infiniment faire la connaissance, voulait être du voyage, je serais content. Si elle a besoin de chevaux, je lui enverrai les miens. Je vous le répète, général, jamais vous ne trouverez d'amis plus sincères que moi, de la confiance dans le capitaine général, de l'amitié pour tout ce qui lui est subordonné, et vous jouirez de la tranquillité. Je vous salue cordialement. Signé Brunet, P.S. Votre domestique qui va aux Port-au-Prince a passé ici ce matin. Il est parti avec sa passe en règle. Ce même domestique porteur de cette passe en règle était au contraire arrêté. C'est lui qui est dans les prisons avec moi. Après ces 2 lettres, quoique indisposé, je me rendis aux sollicitations de mes fils et d'autres personnes, et partis pendant la nuit même pour voir le général Brunet, accompagné de 2 officiers seulement. À 8 heures du soir, j'arrivai chez ce général. Quand il m'eut introduit dans sa chambre, je lui dis que j'avais reçu sa lettre, ainsi que celle du général en chef, qui m'invitait à me concerter avec lui et que je venais pour cet objet, que je n'avais pas pu emmener mon épouse, suivant ses désirs, parce qu'elle ne sortait jamais, ne voyant aucune société et ne s'occupant uniquement que de ses affaires domestiques. Que si, lorsqu'il serait en tournée, il voulait bien lui faire l'honneur de la visiter, elle le recevrait avec plaisir. Je lui observais qu'étant malade, je ne pouvais pas rester longtemps avec lui, que je le priais, en conséquence, de terminer le plus tôt possible nos affaires, afin de pouvoir m'en retourner. Je lui communiquai la lettre du général Leclerc. Après en avoir pris lecture, il me dit qu'il n'avait encore reçu aucun ordre de se concerter avec moi sur l'objet de cette lettre. Il me fit ensuite des excuses sur ce qu'il était obligé de sortir un instant. Il sortit en effet, après avoir appelé un officier pour me tenir compagnie. À peine était-il sorti qu'un aide-de-camp du général Leclerc entra accompagné d'un très grand nombre de grenadiers qui m'environnèrent, s'emparèrent de moi, me garrottèrent comme un criminel et me conduisirent à bord de la frégate La Créole. Je réclamais la parole du général Brunet et les promesses qu'il m'avait faites, mais inutilement. Je ne le revis plus. Il s'était probablement caché pour se soustraire aux reproches bien mérités que je pouvais lui faire. J'appris depuis qu'il s'était rendu coupable des plus grandes vexations envers ma famille. Qu'aussitôt mon arrestation, il avait ordonné à un détachement de se porter sur l'habitation, où je demeurais avec une grande partie de ma famille, pour la plupart femmes, enfants ou cultivateurs, qu'il avait ordonné de faire feu dessus, ce qui avait forcé ces malheureuses victimes à fuir à demi nues dans les bois, que tout avait été pillé et saccagé, que l'aide-de-camp du général Brunet avait même enlevé de chez moi 110 portugaises qui m'appartenaient et 71 qui appartenaient à une de mes nièces, avec tout mon linge et celui de mes gens. Ces horreurs commises dans ma demeure, le commandant d'Henry se porta à la tête de 100 hommes sur l'habitation où étaient ma femme et mes nièces, les arrêta sans leur donner même le temps de prendre du linge, ni aucun de leurs effets, ni aucun des miens qui étaient en leur pouvoir. On les conduisit comme des coupables au Gonaïves et de là à bord de la frégate La Guerrière. Note 1. On rapporte que les généraux Vernet et Paul Louverture avaient aussi annoncé l'ouverture le malheur qui le menaçait, mais qu'il ne voulut point ajouter foi à leurs avertissements. 2. Ce domestique s'appelait Mars Plaisir. C'était un mulâtre du Port-au-Prince. La fidélité qu'il conserva à l'ouverture jusque dans ses malheurs fait l'éloge de sa mémoire. Il ne tarda pas à être arraché au service de son maître et conduit enchaîné de brigade en brigade jusqu'à Nantes, où il fut mis en prison. Ce fut là le coup le plus douloureux pour l'ouverture. Dès lors, il fut complètement séquestré. Il ne recevait, et encore que rarement, la visite du commandant du château, le chef de bataillon Baille, Louis-Henri, et du secrétaire, M. Janin. Martial Besse, qui était aussi renfermé dans le fort depuis plusieurs mois, André Rigaud, qu'on venait d'y envoyer, essayèrent vainement d'apporter à cette grande infortune quelque peu de consolation. La cause de tant de rigueur provint sans doute des nouvelles désastreuses que le gouvernement recevait de Saint-Domingue. Mars Plaisir demanda à être jugé. Alors il fut mis en liberté et retourna plus tard dans son pays où il mourut. 3. L'ouverture fut embarquée à minuit. Il avait séjourné presque un mois complet à Hennery depuis sa soumission au général Leclerc. 4. Brunet, Jean-Baptiste, naquit à Reims le 22 août 1765. Les soldats français eux-mêmes le surnommèrent le gendarme, à cause de l'arrestation du premier des Noirs. Cette arrestation ne fut pas son seul acte d'héroïsme.
Il prépara, avec la coopération de Dessalines, celle du général Maurepas. Le lecteur ne sera pas fâché de connaître le jugement que le général Brunet portait sur le complice de ses expéditions. Il écrivait dans une lettre du 3e jour complémentaire en 20 septembre 1810, datée du Gros Morne et adressée au général Leclerc. Ne croyez pas, mon général, que j'ai dans Dessalines une confiance aveugle. Je sens que vous avez besoin de lui, et que si vous n'aviez pas un homme de sa trempe et de son caractère, il faudrait en chercher ou en former un, afin de tout terminer dans la colonie. Voilà mon opinion sur son compte. Il a mis en moi toute sa confiance et son appui près de vous. Je lui ferai tout faire. Il a beaucoup d'amour-propre. Il aime son pays. Il veut la liberté, ou ce qu'il croit être la liberté de sa couleur. Le mot esclavage le révolterait immanquablement. J'approuve tout ce qu'il me propose. Mais je sais lui faire faire ce que je veux, surtout quand il est avec moi. Si vous pouvez vous passer de lui 8 jours, je le ferai venir près de moi. Je lui démontrerai la perfidie de Maurepas. Il en sera convaincu et me proposera lui-même de l'arrêter et de vous l'envoyer pour le faire juger. Alors, il se lie lui-même plus fortement au but de notre campagne, et il devient de plus en plus la terreur des traîtres et un épouvantail plus efficace pour les cultivateurs. Le général Brunet gouverna en dernier lieu la ville d'Écailles. Il l'évacua devant le général Geffard. Il fut un des généraux qui signèrent la capitulation de Paris en 1814. Il mourut à Paris le 21 septembre 1824. 6. La portugaise est une demi-once d'or. Elle vaut 8 gourdes. La gourde vaut 5 francs 10 centimes. Or, les 181 portugaises nous représentent près de 7 385 francs. C'était là toute la fortune du premier des Noirs, quoiqu'on ait prétendu qu'il avait enfoui des sommes innumérables. Question. 8 gourdes égale à environ 0,061 sous US et une once d'or vaut environ $1 300 US. Combien de gourdes vaut une demi-once d'or? Future capitale d'Haïti. Fin de note. Lorsque je fus arrêté, je n'avais d'autres vêtements que ceux que je portais sur moi. J'écrivis à mon épouse pour la prier de m'envoyer les choses dont j'avais le plus pressant besoin au Cap, où j'espérais qu'on allait me conduire. Ce billet avait été remis à l'aide de camp du général Leclerc, avec prière de le faire passer. Mais il ne parvint pas à sa destination et je ne reçus rien. Dès que je fus à bord de la frégate La Créole, on mit à la voile et on me conduisit à 4 lieues du Cap, où se trouvait le vaisseau Le Héros, à bord duquel on me fit monter. Le lendemain, mon épouse, ainsi que mes enfants qui avaient été arrêtés avec elle, y arriva aussi. On mit de suite à la voile pour France. Après une traversée de 32 jours, pendant laquelle j'essuyais non seulement les plus grandes fatigues, mais même des désagréments tels qu'il est impossible de se l'imaginer, à moins d'en avoir été témoin. Pendant laquelle encore ma femme, même, et mes enfants ont éprouvé un traitement que le sexe et le rang auraient dû leur rendre meilleur, au lieu de nous faire descendre pour nous procurer des soulagements, on nous garda encore à bord pendant 67 jours. Après un pareil traitement, ne puis-je pas à juste titre demander où sont les effets des promesses qui me furent faites par le général Leclerc sur sa parole d'honneur, ainsi que la protection du gouvernement français? Si l'on n'avait plus besoin de mes services et qu'on avait voulu me remplacer, n'eût-on pas dû agir avec moi comme on agit dans tous les temps à l'égard des généraux blancs français? On les prévient avant que de les dessaisir de leur autorité. On envoie une personne chargée de leur intimer l'ordre de remettre le commandement à tel ou tel. Et dans le cas où ils refusent d'obéir, on prend alors de grandes mesures contre eux. On peut alors avec justice les traiter de rebelles et les embarquer pour France. J'ai vu même quelquefois des officiers généraux criminels pour avoir manqué à leurs devoirs. Mais en considération du caractère dont ils étaient revêtus, on les ménageait, on les respectait jusqu'à ce qu'ils fussent devant l'autorité supérieure. Le général Leclerc n'aurait-il pas dû m'envoyer chercher et me prévenir lui-même qu'on lui avait fait des rapports contre moi sur tel ou tel objet, vrai ou non? N'aurait-il pas dû me dire « Ah, je vous avais donné ma parole et promis la protection du gouvernement. Aujourd'hui, puisque vous vous êtes rendu coupable, je vais vous envoyer auprès de ce gouvernement pour rendre compte de votre conduite.
Ou bien, le gouvernement vous ordonne de vous rendre auprès de lui. Je vous transmets cet ordre. Mais point du tout. Il a au contraire agi envers moi avec des moyens qu'on n'a jamais employés, même à l'égard des plus grands criminels. Sans doute je dois ce traitement à ma couleur, mais ma couleur m'a-t-elle empêché de servir ma patrie avec zèle et fidélité? La couleur de mon corps nuit-elle à mon honneur et à ma bravoure? Note 1. La guerrière, la frégate qui devait porter au cap le général Maurepas. 2. Le héros était commandé par le chef de division Savary, En me renversant, dit le premier des Noirs au capitaine Savary, en montant à son bord. on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de liberté des Noirs. Il repoussera parce que les racines en sont profondes et nombreuses. Pamphile de la Croix. Révolution de Saint-Domingue. 3. Le héros mit à la voile dans la nuit du 26 au 27 prairial, 15 au 16 juin 1802. 4. Le héros entra à Brest le 23 Messidor, 12 juillet, après une traversée de 27 jours. L'ouverture, en supputant 32 jours, se trouve en désaccord avec le moniteur et avec son fils, M. Isaac. Voyez les mémoires si intéressants publiés à la suite de l'histoire de l'expédition des Français à Saint-Domingue, par Antoine Métral. 5. L'ouverture se trompe encore ici. Il ne resta que 33 jours en rade de Brest, car suivant la lettre du préfet maritime au ministre de la Marine, il fut débarqué à Landerneau, le 25 Thermidor, 13 août 1802. 6. Beaucoup de rapports furent, en effet, dirigés contre l'ouverture par ses anciens lieutenants Clairvaux, Christophe et Dessalines. Ce dernier fut le plus acharné à la perte du premier des Noirs. Mémoire d'Isaac l'ouverture. Fin des notes. À supposer même que je fusse criminel et qu'il y eut des ordres du gouvernement pour me faire arrêter, était-il besoin d'employer 100 carabiniers pour arrêter ma femme et mes enfants sur leur propriété, sans respect et sans égard pour le sexe, l'âge et le rang? Sans humanité et sans charité, fallait-il faire feu sur mes habitations, sur ma famille, et faire piller et saccager toutes mes propriétés? Non. Ma femme, mes enfants, ma famille ne sont chargés d'aucune responsabilité. Ils n'avaient aucun compte à rendre au gouvernement, on n'avait pas même le droit de les faire arrêter. Le général Leclerc doit être franc. Avait-il craint d'avoir un rival? Je le compare au Sénat romain qui poursuivit Hannibal jusqu'au fond de sa retraite. À l'arrivée de l'escadre dans la colonie, on a profité de mon absence pour s'emparer d'une partie de ma correspondance qui était au port républicain. Une autre partie, qui était dans une de mes habitations, a été également saisie après mon arrestation. Pourquoi ne m'a-t-on pas envoyé avec cette correspondance pour rendre compte de mes opérations? On a donc saisi tous mes papiers pour m'imputer des fautes que je n'ai pas commises, mais je n'ai rien à redouter. Cette correspondance suffit pour ma justification. On m'a envoyé en France, nu comme un ver. On a saisi mes propriétés et mes papiers. On a répandu les calomnies les plus atroces sur mon compte. N'est-ce pas couper les jambes à quelqu'un et lui ordonner de marcher? N'est-ce pas lui couper la langue et lui dire de parler? N'est-ce pas enterrer un homme tout vivant? Au sujet de la Constitution, pour laquelle on a voulu m'accuser, après avoir chassé de la colonie les ennemis de la République, calmé les factions et réuni tous les partis. Après la prise de possession de Santo Domingo, voyant que le gouvernement n'envoyait ni loi ni arrêté concernant la colonie, sentant l'urgence d'établir la police pour la sûreté et la tranquillité de chaque individu, je fis une invitation à toutes les communes d'envoyer des députés pour former une assemblée centrale composée d'hommes sages et éclairés, et leur confier le soin de ce travail. Cette assemblée formée, je fis connaître à ses membres qu'ils avaient une tâche pénible et honorable à remplir, qu'ils devaient en faire des lois propres au pays, avantageuses au gouvernement, utiles aux intérêts de tous, des lois basées sur les localités, le caractère et les mœurs des habitants de la colonie. La Constitution devait être soumise à la sanction du gouvernement, qui seul avait le droit de l'adopter ou de la rejeter. Aussi, dès que les bases de cette Constitution furent établies et les lois organiques rendues, je m'empressai d'envoyer le tout au gouvernement par un membre de l'Assemblée pour obtenir sa sanction. On ne peut donc m'imputer à crime les erreurs ou les fautes que cette Constitution pouvait contenir. Jusqu'à l'arrivée du général Leclerc, je n'avais reçu aucune nouvelle du gouvernement sur cet objet. Pourquoi aujourd'hui veut-on me faire un crime de ce qui ne peut pas en être un?
Pourquoi veut-on que la vérité soit le mensonge et le mensonge la vérité? Pourquoi veut-on que les ténèbres soient la lumière et la lumière les ténèbres? Dans une conversation que j'eus au Cap avec le général Leclerc, il me dit qu'étant à Samana, à la tête de l'île, il avait envoyé un espion à Santo Domingo pour savoir si j'y étais, que cet espion lui avait rapporté qu'effectivement j'étais dans cette ville. Pourquoi ne vint-il pas m'y trouver pour me transmettre les ordres du premier consul avant de commencer les hostilités? Il eût vu l'empressement que j'aurais mis à y souscrire. Il profita au contraire de mon séjour à Santo Domingo pour se rendre au Cap et envoyer des détachements sur tous les points de la colonie. Cette conduite prouve qu'il n'avait l'intention de rien me communiquer. Note 1. L'Assemblée centrale était composée de 6 députés. Monsieur Borgella, ancien maire du Port-au-Prince, père du général mulâtre du même nom, Lacour, André Collet, Gaston Nogéré, Jean Moncebo, François Morillas, Charles Roxas, André Muñoz, Étienne Viard et Julien Raymond. Ce dernier seul était mulâtre, les autres blancs. Ce fut Borgella qui présida l'Assemblée. La Constitution fut publiée le 14 Messidor l'an 9, 3 juillet 1801. 2. L'ouverture se fit nommer par la Constitution gouverneur à vie de la colonie, avec le droit d'élire son successeur et de nommer à toutes les charges. C'était là proclamer de fait l'indépendance de Saint-Domingue. La métropole, loin de sanctionner l'usurpation de ses droits, résolut l'expédition de l'an 10. Toussaint savait bien, dit Napoléon dans ses mémoires, qu'en proclamant sa constitution, il avait jeté le masque et tiré l'épée du fourreau pour toujours. 3. Extrait de la lettre du premier consul du 27 Brumaire en 10, 18 novembre 1801, déjà cité. La constitution que vous avez faite, en renfermant beaucoup de bonnes choses, en contient qui sont contraires à la dignité et à la souveraineté du peuple français, dont Saint-Domingue ne forme qu'une portion. 4. Ces paroles revenaient souvent à la bouche de l'ouverture. Il aimait encore à dire « Il ne faut pas que le mal passe pour le bien et le bien pour le mal. Il ne faut pas que ce qui est doux soit amer et que ce qui est amer soit doux. » Il appelait cette façon de s'exprimer nègre. Mémoire de Napoléon, volume 4, page 267. 5. Samana. C'est à ce cap que l'escadre française s'arralia pour la dernière fois. Fin des notes et fin de la section 1 de la partie 5. Réflexion sur la valeur de la gourde en l'an 1800. La portugaise est une demi-once d'or et elle vaut 8 gourdes. Parole de Saméris. La République haïtienne est comme le soleil, est aveugle celui qui ne les voit pas. Le peuple haïtien est maître chez lui. Il a fait une république? Peut-être. Demain fera-t-il une aristocratie? Après-demain, une monarchie? C'est son droit. Un droit imprescriptible. La forme de son gouvernement n'est qu'une affaire de loi intérieure.